Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, c'est à la fois un privilège pour moi que de parler aujourd'hui. Je me rappelle qu'il y a 10 ans, lorsque j'étais rentré à la Fondation, c'était les 80 ans de la Fondation. Et donc j'ai un peu l'impression de revivre cet événement aujourd'hui. Et puis donc j'étais donc un jeune médecin de la Fondation, puis aujourd'hui j'ai cet honneur de présider la commission médicale. Donc je suis très content donc, de faire cette lecture de ce que j'ai appris au cours de ces 10 dernières années, à la fois dans le service avec les patients et à la fois au contact des différents collègues dans les différents établissements, dans les 12 établissements sanitaires de la Fondation et dans l'environnement que l'on connaît. Alors, le soin-études, c'est la marque de la Fondation. Et c'est son origine, c'est cette articulation du soin et des études. Et je vais essayer aujourd'hui de vous proposer l'analyse, en tous les cas, que j'en fais de son évolution au cours de ces 90 années, à la fois dans son développement et son adaptation à d'autres pathologies que celle d'origine qu'était la tuberculose, mais en même temps dans son efficience en tant que organisation qui participe à des soins, aux soins dans des pathologies bien particulières. Alors, au début, donc, cette histoire du soin et des études, c'était, comme ça a été rappelé ce matin, autour de la tuberculose. La tuberculose, c'était une maladie, à l'époque, avant les antibiotiques, la période des antibiotiques, qui nécessitait des temps de soins longs, puisqu'ils pouvaient durer plusieurs années, 1 à 2 ans, des fois plus. Donc c'était déjà une maladie qui occupait le temps et qui interrompait déjà une évolution spontanée ou une évolution, entre guillemets, normale d'un développement de jeunes. C'est une maladie qui en même temps était une maladie à risque, il y avait des possibilités de complications, il y avait des possibilités d'invalidation, et je pense que les patients qui étaient, ou en tous les cas les jeunes à qui on annonçait qu'ils avaient une tuberculose, non seulement ils avaient cette interruption brutale dans leur activité scolaire ou universitaire, mais en même temps ils avaient cette confrontation à un risque dont Jocelyn Lachance par exemple nous a parlé tout à l'heure, mais d'une manière tout à fait différente, c'est-à-dire c'est pas un risque qui est une utilisation de soi-même dans certaines circonstances où le jeune va se tester. Là, tout d'un coup, c'est un risque qui arrive de l'extérieur, qui est imposé, ce qui est complètement différent, mais qui quand même renvoie à ce questionnement-là et qui va être extrêmement important dans l'idée de la reconstruction et du soin. C'est ce sur quoi je parlerai tout à l'heure. Troisième point important, en tous les cas qui me paraît important, cette maladie, la tuberculose, elle avait aussi une image stigmatisante. C'est-à-dire que pour tout jeune qui était atteint de cette pathologie-là, il y avait encore, comme dans toutes les grandes pathologies infectieuses, l'idée on est un peu quelque part un peu pestiféré. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a cette fragilité qui s'exprime, cette mise à l'écart, et en même temps la peur du regard des autres en disant « mais est-ce qu'il ne va pas me transmettre cette chose-là » Alors, c'est vrai à la fois pour les maladies infectieuses, parce que c'est quand même quelque chose d'assez classique, mais c'est même vrai pour des pathologies, comme on peut le voir. Il y a des gens qui se demandent, par exemple, si l'autisme ne peut pas se transmettre ou si une maladie psychiatrique ne peut pas se transmettre, alors que là, on n'est pas du tout dans une idée de transmission comme dans cette maladie-là, mais ce regard excluant, il est omniprésent. Je pense que dans ce cas-là, donc ça c'était le positionnement médical du problème médical. Alors l'introduction des études, elle avait bien évidemment cette fonction de étudier quand même, ce qui paraît assez évident, et ce qui était d'ailleurs un des slogans de l'époque, c'était étudier quand même. L'autre fonction que les études pouvaient avoir, effectivement, en plus, c'était de préserver les chances de continuer les études, et puis peut-être pour ceux qui allaient avoir une invalidité ou une invalidation, une diminution de leur capacité, pour ceux pour qui soudain leur futur ne pouvait plus être projeté comme auparavant, avoir cette possibilité de commencer à travailler, de commencer à pouvoir se réorienter, à voir quelque possible pour eux. Et puis, troisième point, et qui était, si vous avez la chance de pouvoir lire le livre sur l'histoire de la Fondation, c'est assez bien décrit, il y a un passage qui le décrit très bien, c'est comment finalement les étudiants qui étaient venus dans ces sanatoriums de la Fondation, finalement en sortant, on ont gardé un souvenir de quelque chose finalement qui était assez agréable. Donc c'était à la fois être confronté à une douleur, mais en repartir avec un souvenir qui était positif, un souvenir de reconstruction, quelque chose de l'ordre de la bienveillance en tous les cas. Et c'est à dessein que j'utilise ce mot-là, puisque je reviendrai tout à l'heure dessus.
Alors, la Fondation, elle s'est développée sur ces premières bases-là, d'une pathologie qui prenait du temps, d'une pathologie qui était excluante et qui était peut-être stigmatisante, avec toutes les incertitudes derrière. Alors, les pathologies actuelles, donc Gérard Pinson en a parlé ce matin, l'ouverture sur la psychiatrie, puis sur les soins de suite médicalisés, et c'est effectivement, la Fondation actuellement, c'est au niveau des 150 lits, c'est la moitié des lits sont en psychiatrie, et l'autre moitié des lits, c'est du soin de suite médicalisé. Alors, quand on dit soins de suite médicalisés, et pour la psychiatrie, c'est à peu près pareil, ce sont après les soins aigus. Alors, c'est-à-dire, on va être sur des temps de soins qui vont durer, qui vont utiliser du temps. Des temps de soins longs. Pardon, excusez-moi, je vais chercher mes mots. J'étais en admiration devant Jocelyn Lachance, je me disais, mais comment il fait pour trouver ces mots juste au bon moment? Il a un tempo formidable. Et moi, là, je bafouille devant vous, j'en suis désolé. Bon, alors, je reviens donc sur ce temps de soins de suite. Donc, c'est des temps de soins longs, donc qui prennent du temps, et ça rappelle donc effectivement cette histoire du temps de repos de la tuberculose. Et alors, les pathologies accueillies, ce sont des pathologies qu'on a tendance à appeler maintenant des pathologies durables, et non plus des pathologies chroniques. Chronique, on a l'impression que la maladie, elle ne s'arrête jamais. Durable, ça utilise du temps, et ça s'exprime dans le temps d'une manière plus ou moins variable. Donc, pathologies durables, on peut les définir comme étant, ce sont des pathologies pour lesquelles les soins de court terme sont insuffisants. C'est-à-dire qu'à la fin du court terme, il reste encore des choses à faire. Il reste encore des choses à faire parce qu'il y a probablement un processus qui est toujours présent, et c'est qui va pouvoir se caractériser soit par des symptômes résiduels, donc il y a une diminution de capacité, il y a des choses qui sont encore altérées, qui fonctionnent moins bien, ou alors il y a des risques de récidive, c'est-à-dire il y a toujours quelque chose qui plane derrière, qui plane au-dessus. C'est très net, on en parlera cet après-midi probablement dans la table ronde autour du diabète, où même s'il y a une stabilité, on le voyait les jeunes filles toutes contentes, etc., mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui plane toujours derrière. Et puis, bien sûr, ce sont des pathologies qui, d'une manière ou d'une autre, vont amener à des limitations ou à des séquelles plus ou moins durables, plus ou moins invalidantes, suivant les contextes dans lesquels la personne va se retrouver. Ce qu'il se passe là, c'est que très nettement, il y a un avant la maladie et il y a un après. En fait, il y a une rupture entre les deux, c'est-à-dire que l'après ne sera plus jamais comme avant. Il y a eu cette chose qui est arrivée et qui a duré suffisamment longtemps, qui a eu suffisamment de conséquences dans la vie quotidienne de la personne, dans sa santé d'une manière générale, pour que l'après ne puisse plus être pensé comme l'avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe effectivement à l'adolescence? Donc, mes deux prédécesseurs à cette table en ont beaucoup parlé tout à l'heure, du positionnement à l'adolescence. Je vais insister un tout petit peu au niveau de ce que représente tout d'un coup. Jocelyn Lachance, ce matin, parlait de l'usage du temps des ados, comment ils jouent avec le temps. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a une rupture, il y a un temps, il y a une désynchronisation entre la projection dans laquelle était le jeune, dans laquelle jusque-là il a évolué. Ça fait 16 ans qu'il évolue dans cette histoire, dans sa vie, il se construit, tout d'un coup il commence à se confronter aux règles, il joue, il désobéit, il obéit. Voilà. Il cherche à trouver sa position. Et tout d'un coup, il y a un événement extérieur, une sorte de traumatisme soudain qui arrive, et là qui le stoppe. Et tout s'arrête, en tous les cas. Tout doit être remis en question. Et si ce n'est pas remis en question, ça voudrait dire faire comme s'il ne se passait rien, faire comme s'il n'y avait pas de maladie. Et ça, c'est le déni. Alors, il se trouve que je suis psychiatre, et le déni, on sait que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et en tous les cas, dans le soin et dans la reconstruction, le déni, c'est ce qui entravera la possibilité d'accéder aux soins. Alors, à l'adolescence, la maladie, elle va créer cet état de doute, cet état de devenir tout d'un coup incertain. Et en écrivant ou en réfléchissant autour de cela, je me suis rappelé une histoire une situation qui sans doute est arrivée un peu à tout le monde, mais c'était l'histoire du rapport d'un petit copain de mon fils, d'un de mes fils, qui était à la maison, qui dînait, et qui était venu passer quelques jours, et ses parents nous avaient prévenu qu'il était diabétique. Et ce jeune garçon, donc il était là très discret avec ses dosages, il était, mais vraiment tout à fait adapté, tout à fait discret, mais montrant qu'il y avait certaines précautions qu'il prenait lui, mais il ne fallait pas que nous on s'inquiète. Très bien. Ça faisait penser un petit peu aux jeunes filles qu'on a vues tout à l'heure. Et ce jeune garçon avec mon fils, donc il est revenu, je crois que c'était l'année d'après ou un peu plus d'1 an plus tard.
Et à un moment donné, on parlait comme ça au milieu du repas, je pensais qu'il était toujours. Et tout d'un coup, il me dit, monsieur, j'en ai marre de ma maladie. Et là, c'était l'arrêt. Tout d'un coup, tout s'est arrêté pour lui et il en avait marre de sa maladie. Et c'est là que l'objet du soin, on voit qu'il ne peut pas se limiter à la simple stabilisation d'un état, mais on est obligé d'aller un petit peu au-delà et de commencer à ce que ça représente cette maladie dans sa propre vie. Alors, c'est l'idée du soin et l'idée de la maladie. Alors, quand Guilhem a introduit, en tous les cas permet d'introduire une notion de la définition de la maladie, une double définition de la maladie. D'abord, une première définition qui se veut objective et qui serait, il existe des normes mesurables, et la maladie, ce serait une rupture par rapport à ces normes-là. Donc effectivement, il y a un état, il se désynchronise ou il se déstabilise, la norme est rompue, et il y a une maladie qui apparaît. Le soin voudrait que la norme soit rétablie. Et puis, il y a une autre définition possible de la maladie, qui est une définition beaucoup plus subjective. C'est le sentiment subjectif d'être malade, d'avoir cet état-là. Je crois que le copain de mon fils, tout d'un coup, c'est ce qu'il interrogeait. C'est-à-dire, j'en ai marre d'être comme cela. C'est comment lui, il vit sa maladie à ce moment-là. Et c'est la relation de la personne à son trouble, à ce dysfonctionnement-là. Et on voit que dans une idée de soin, par rapport à une pathologie durable, le retour à la norme est impossible par définition. Sinon, ce ne serait pas une pathologie durable. Bon. Mais que par contre, la définition subjective, ou ce regard subjectif sur comment je vis ma maladie, c'est là où le travail est accessible, c'est là où le soin doit aussi rentrer. Les deux sont indissociables, on ne peut pas ne pas se préoccuper de ce qui est mesurable, quantifiable et des normes physiologiques. On doit s'en préoccuper, on doit avancer dans les soins au maximum autour de cela, mais en même temps de se préoccuper de la manière dont le sujet va le vivre. Alors, le soin, lorsqu'en médecine on parle de soin global qui veut globaliser la pathologie, je crois que c'est cela dont on parle. Le soin global, c'est le soin qui va à la fois s'occuper d'un dysfonctionnement, d'une dysrégulation quantifiable à partir de normes bien établies, mais en même temps qui va se préoccuper de comment intégrer cette maladie dans la vie du sujet. Comment va-t-il pouvoir se l'approprier? Donc, cette idée de soin global, ça sera une idée qui va être de créer des conditions pour que cette reconstruction, quand je dis reconstruction, tout à l'heure je disais il y avait un avant et il y a un après, et que l'après, ça peut pas être comme avant. Donc, il y a une construction quelque part à faire, il y a une reconstruction, et le soin global, c'est justement créer ces conditions d'une reconstruction qui vont permettre à l'individu de retrouver des potentialités, ses potentialités ou des potentialités à vivre, sa capacité à vivre, entre guillemets, malgré sa maladie. Alors le soin-étude, et c'est là que le soin-étude, quand je vous en parlais tout à l'heure autour de la tuberculose, on voit comment tout d'un coup le soin-étude a été quelque chose d'autre, a pu commencer à être quelque chose d'autre que simplement ce qu'on pourrait appeler étudier quand même, c'est-à-dire une sorte de synchronisation tout d'un coup entre des soins et des études. Ça va un petit peu au-delà. Alors pourquoi ça va un petit peu au-delà ou plutôt en préalable. La maladie, notamment chez l'adolescent, bien sûr, elle entraîne la déscolarisation. Elle entraîne ces états d'incertitude quant à l'avenir, quant à ses capacités, quant à ses possibilités. Est-ce que je pourrais faire ce que j'avais imaginé auparavant? Alors, ce que l'on... j'ai l'impression que j'ai perdu une page. Mais c'est pas grave. Bon, je vais essayer de m'en rappeler de ce que je voulais vous dire. C'est... ouais, bon, c'est bien dommage parce qu'elle était intéressante, je crois. Mais... à vrai dire, c'est la page 8. Si quelqu'un a trouvé la page 8. Bon. Alors, bon. Non, cherchez pas. Non, j'ai un directeur général qui est formidable, vous voyez. Alors, ouais, par rapport aux patients que l'on accueille dans la Fondation, alors c'est à la fois très vrai en tous les cas en psychiatrie, mais on le voit aussi dans les pathologies somatiques. Articuler la juxtaposition du soin et des études
c'est non seulement le faire dans le temps, mais se le faire dans des conditions qui, pour les sujets, sont assez particulières, parce que bien souvent, ce sont les maladies qui déscolarisent, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont les maladies qui inquiètent par rapport à un avenir possible. Donc, comment me mobiliser, me mobiliser pour aller apprendre, pour aller vers un futur. Et puis, parfois, et de plus en plus, on reçoit des patients qui sont déjà déscolarisés, c'est-à-dire qui sont déjà dans un état de vie à l'extérieur qui, quelque part, est dans une impasse. Et d'où l'irruption de la maladie devient encore beaucoup plus compliquée parce qu'il y a déjà une impasse préalable dans laquelle ils étaient. Et donc l'idée du soin-étude, ça va être de reconstruire des choses autour de cela. Et je crois qu'il y a un point qui... Ça m'embête de ne pas avoir la page 8 quand même. Bon, voilà, bon, c'est pas grave. Bon, la manière dont on va fonctionner dans la Fondation, au niveau du soin-étude, on va voir qu'il y a en fait trois moments ou trois types d'interlocuteurs qui vont intervenir. Bien sûr, il y a les soignants, d'autre part, il y a les enseignants, et puis après, il y a aussi tout ce qui va être réalisé par les animateurs, par les éducateurs, autour de tout ce qu'on pourrait appeler les médiations soit thérapeutiques, soit les médiations culturelles. Et c'est-à-dire qu'on va créer dans ces établissements de la Fondation un environnement qui va être à la fois, qui va avoir cette bienveillance au niveau du soin, c'est-à-dire les patients vont voir, bon, comme dans n'importe quel hôpital, mais qui se fait en prenant en considération leurs difficultés éventuellement sociales, familiales, etc. C'est tous les liens avec les familles. On va créer des conditions d'apprentissage, et là, les enseignants qui travaillent à la Fondation sont dans des objectifs de permettre à des jeunes, peut-être en difficulté de scolarisation ou en difficulté par rapport à la scolarité, et maintenant en difficulté du fait de leur pathologie. Merci. Ah oui, puis non, c'était important. Voilà. Me voilà rassuré. Voilà. Je vais me resynchroniser, vous inquiétez pas. Donc, je reviens. Oui. Donc, recréer donc, ces conditions de bienveillance, à la fois au niveau du soin, à la fois au niveau des enseignants, qui vont faire des prises en charge adaptées au niveau et aux capacités du patient. Et puis, il va y avoir tout ce qui va être autour, au niveau des médiations thérapeutiques ou des médiations culturelles, qui vont créer cet état de lien, cet état de vie et cet état d'animation permanent. Et tout ça, c'est cette globalité, cette articulation entre ces trois grands pôles que l'on peut appeler le soin, étude, insertion, mais c'est cet ensemble d'éléments qui va créer un état de bienveillance, qui crée cette condition de bienveillance qui permet aux jeunes patients tout d'un coup de se retrouver. Alors, effectivement, et ça c'est ma page 8, ces trois grandes catégories, et c'est quelque chose que je dis très fréquemment dans mon service, qui est un service donc de psychiatrie, où je dis que on est tous des soignants avec des rôles bien définis et des personnalités bien définies. Et tous les patients qui sont confrontés à nous, on représente tous on va tous leur refléter quelque chose d'eux-mêmes. C'est ce que tu as dit ce matin par rapport aux images. On reflète quelque chose aux patients. Et chacun va refléter quelque chose, non seulement en fonction, de par sa fonction, de qui il est, enseignant, soignant, éducateur, mais aussi de sa propre personnalité. On va renvoyer dans ce cas-là des images au propre patient, de qui il est. Et c'est des images qui peuvent être comme ça, un petit peu fragmentées, un petit peu morcelées, pour autant que c'est dans des temps différents. Donc c'est un espèce de patchwork d'images que l'institution, dans son ensemble, va renvoyer au patient. Ce qu'il est important à ce moment-là, c'est non seulement de synchroniser l'ensemble de ces images de manière à ce que le jeune ait quelque chose qui lui permette de se stabiliser, d'avancer et de progresser, et c'est non seulement les synchroniser, mais en même temps renvoyer une image globale à ce moment-là du jeune patient. Ce qui demande de la part de l'ensemble des intervenants non seulement une articulation temporelle, comme ce que l'on pourrait imaginer dans un élément de pluridisciplinarité, où dans chaque discipline qui prend en charge sa propre partie de la problématique du jeune patient, doit dans le temps, à un moment donné, communiquer, s'articuler.
Et là, c'est aller encore un petit peu plus au-delà de cela, c'est-à-dire de pouvoir envoyer une image qui ne va pas être fragmentée, qui ne va pas être morcelée, et c'est une image où chacun va se coordonner, va communiquer dans cette même idée de globalité, de renvoyer une image globale. C'est ce que nous, on appelle un peu la transdisciplinarité. L'idée de la transdisciplinarité, c'est à un moment donné, c'est aller au-delà d'une juxtaposition resserrée dans le temps, d'une synchronisation, c'est aller dans une image vers une problématique globale, et dans ce cas-là, une prise en charge globalisée par rapport à une image renvoyée. Alors, cette image, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'image, renvoyer cette image à partir du moment où on se coordonne et à partir du moment où l'ensemble des intervenants vont commencer à croire à quelque chose, l'image qui est renvoyée au jeune patient, c'est une image qui devient positive de lui-même, c'est l'image d'un possible. Ce possible, il est porté par l'ensemble des intervenants qui sont en quelque sorte le miroir. Et cette image bienveillante, et c'est cette bienveillance qui va rappeler au patient ou qui va tout d'un coup lui faire réaliser qu'il y a des choses qui sont possibles, et la bienveillance, elle s'oppose finalement au regard stigmatisant, à la peur de l'autre, à la peur de l'extérieur, à la peur que l'autre le juge ou que l'autre envoie une image négative. Et c'est cette image bienveillante que l'on renvoie qui est structurante, qui est constructive. Alors, je voudrais, juste pour finir, c'est pas trop parler de la sortie, mais comment la reconstruction, elle se fait. Donc, je pense que j'ai essayé de vous le raconter un petit peu, mais l'idée est que le soin étude, ça va être créer ces conditions dans lesquelles le sujet va pouvoir se reconstruire avec, finalement, la maladie qui reste présente d'une manière, sous une forme ou sous une autre, et à laquelle il est confronté en permanence. Et pour cela, je voudrais vous lire un petit passage qui est une interview, qui est extrait d'une interview d'Albert Jacquard, que j'ai retrouvé dans Le Monde, dans un article qui avait été publié au moment de son décès. Et c'est une interview qui était donnée, il devait avoir à peu près 80 ans, et Albert Jacquard rappelait que lorsqu'il était jeune, il avait 9 ans, il avait eu un accident de voiture avec sa famille, au cours duquel avait été un accident dramatique, puisque ses grands-parents y étaient décédés et son jeune frère y était décédé. Et lui, il était sorti, j'allais dire indemne de cet accident, mais quand même défiguré et marqué. Et à un peu plus de 80 ans, il disait ceci. Aujourd'hui encore, à chaque fois que mon regard croise un miroir, je suis surpris de me voir. Bien sûr, je domine cette souffrance de me sentir laid. Mais cela m'a toujours handicapé pour exercer une fonction d'autorité. Je déteste commander. Alors, et ce qu'il transmet au travers de ça, c'est Ferenczi, qui est un psychiatre contemporain de Freud, qui a travaillé autour du traumatisme, parle, lui, de la cicatrice. Et ce qu'Albert Jacquard raconte bien ici, c'est qu'il s'en est sorti, il va bien, il a profondément bien réussi, effectivement, dans sa vie, dans ses études, dans sa scolarité, dans sa profession, et puis après dans son humanité. C'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Et malgré cela, il avait toujours cette cicatrice-là. Et cette cicatrice, il en a fait quelque chose. Elle l'a empêché de faire certaines choses. Il est l'autorité. Elle a toujours gêné dans la fonction, dans cette fonction d'autorité. Et alors, Ferenczi, il dit à propos de la cicatrice, il dit la cicatrice, c'est à la fois deux choses, c'est deux images. C'est à la fois l'image de la maladie, de ce qu'il en reste, du trauma, mais en même temps, c'est l'image du soin. Et le soin, c'est la relation aux autres. Le soin, c'est la relation bienveillante à ceux qui nous ont soignés, à ceux qui ont soigné. Et donc, dans cette idée de cicatrice et de reconstruction, sont présents à la fois la maladie, mais à la fois le soin, la relation à l'autre. Et c'est pour ça que j'avais voulu conclure dans la petite introduction que j'avais faite tout à l'heure, plutôt que vous avez avec vous, que l'objectif du soin-étude, donc, finalement, c'est vraiment de créer cet espace de reconstruction où la relation aux soins n'est plus une relation à la maladie, mais une relation à une vie possible. Et je pense que le soin-étude, dans son articulation des soignants, des enseignants
et de tous ceux qui accompagnent tout autour des éducateurs et animateurs et travailleurs sociaux, on crée ces conditions et c'est notre objectif. Et je crois que la Fondation, depuis la tuberculose, où c'est un espèce de fil rouge qui a été omniprésent et permanent, c'est quelque chose qui fait qu'actuellement, on nous adresse des patients qui sont de plus en plus perdus dans cette capacité à se ressaisir. C'est-à-dire où les jeux, où les dynamiques dont Jocelyn Lachance nous parlait ce matin, c'est des dynamiques qui sont déjà enrayées déjà par elles-mêmes, qui sont donc déjà socialement un petit peu compliquées pour eux, et en même temps la maladie vient faire effraction là-dedans, ce qui rend beaucoup plus compliqué. Et je pense que les collègues qui nous adressent les patients savent ou recherchent un peu cet espace de reconstruction qu'on peut leur offrir à la Fondation. Je vous remercie.